En 1994, après 27 années de prison, Nelson Mandela devient le premier président noir d'Afrique du Sud. Pour pacifier le pays, il lance avec l'archevêque Desmond Tutu une commission de vérité et de réconciliation qui va sillonner le pays durant 2 ans pour recueillir des témoignages. La poétesse et romancière Antje Krog la couvre comme journaliste. Elle en fera un livre célèbre, Country of My Skull, devenu un texte présenté au théâtre à Paris. Mon pays, ma peau, c'est notre grand angle. Avec vous, Duke Koma, bonsoir. Acteur et scénariste franco-malien, vous interprétez Les Témoins. Et bonsoir à vous aussi, Romane Boringer. Vous êtes comédienne française, vous vous glissez dans la peau de la journaliste et vous signez également l'adaptation et la mise en scène avec Lisa Schuster. Non, elle signe, elle toute seule. Eh bien, écoutez, vous y participez alors sur scène. Pour nous accompagner pendant cette interview, Nicolas Georges du service Culture. Bonsoir à vous aussi. Moi, je n'ai pas encore eu la chance de voir Mon pays, ma peau, mais vous êtes allé les voir sur scène hier soir. Hier soir, exactement, Sylvia. On va planter le décor, un décor minimaliste, 2 chaises, une table avec quelques dossiers empilés, un micro et un poste de radio, un décor donc, je le disais, minimaliste, car finalement, dans cette lecture spectacle, ce qui compte, c'est le texte et les témoignages. C'est vraiment ça le plus important. Pas besoin d'artifices supplémentaires. Romane Boringer, vous l'avez dit, elle incarne la romancière et journaliste Antje Krog, une femme engagée, passionnée et sensible, parfois à fleur de peau, on le verra dans un instant. Et puis il y a tous ces témoignages lus et racontés par Duke Koma, victime, bourreau, observateur de l'apartheid, des témoignages parfois durs, mais nécessaires pour le travail de mémoire. Je vous propose justement qu'on regarde un extrait. Il a dû s'expliquer notamment sur l'arrestation, la torture et le meurtre à Flag Place de l'activiste noir Swizé Kondile. Pour brûler un corps sur un feu à ciel ouvert, il faut 7 heures. Donc pendant ce temps-là, on buvait et on faisait un barbecue près du feu. Alors si je dis ça, ce n'est pas pour heurter les familles, hein, mais pour vous montrer l'insensibilité avec laquelle on faisait tout ça à l'époque. À Metz, j'ai demandé comment peut-on tuer quelqu'un brutalement, puis rentrer chez soi et prendre sa fille sur ses genoux. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas rentrer à la maison et prendre une bière, servir du vin à ta femme. Tu veux te laver 6 fois pour que ça parte. Je revenais que le matin suivant, quand je savais que ma femme et ma fille étaient déjà sorties. Ça m'est arrivé, souvent, de ne pas rentrer pendant 2 ou 3 jours. Bon, on vient de le voir dans cette pièce, les faits, rien que les faits. On est à la croisée du théâtre documentaire et du récit intime. Romane Boringer, pourquoi cette forme de lecture spectacle? C'était pour ne pas travestir l'histoire derrière des artifices, justement? C'est un récit journalistique qui est fait d'un mélange donc, comme vous dites, de recueil de témoignages. Elle a couvert la commission en tant que journaliste. Il y a parfois des moments où se glissent des morceaux de sa poésie. Mais c'est beaucoup de la transmission. Donc je pense que, si vous voulez, il n'y a pas d'arche théâtrale, ou c'est pas un texte de théâtre, c'est un texte journalistique et poétique. Je pense que Lisa Schuster, la metteur en scène, a eu l'intelligence de laisser ça, de nous laisser dans notre rôle de transmettre. Alors on incarne, évidemment, on n'y pas froidement, on incarne, on est traversé aussi par les émotions du texte, mais on est comme des passeurs. Voilà, et quelque part, si on imagine ce qu'était la commission, hein, c'est-à-dire qu'il sillonnait les endroits avec rien, très peu de choses au départ, c'est assez fidèle à cette mise en espace, une table, des chaises, des micros pour recueillir. Justement, Mon pays, ma peau explore, c'est difficile la réconciliation nationale, parce que c'est ça l'objectif en fait de cette commission. Elle sillonne l'Afrique du Sud pendant 2 ans, c'est quand même très très long. Est-ce que les deux, vous êtes replongés dans cette période-là? Est-ce que vous la connaissiez bien, vous par exemple? Vous avez dû beaucoup travailler cette période? Oui, alors beaucoup travailler, c'est un grand mot, mais je me suis replongé dedans, et c'est aussi pour ça que j'ai aussi accepté de faire cette pièce, parce que ça me permettait d'en apprendre un peu plus. Moi, quand on en a parlé avec Romane Boringer, j'allais en Afrique du Sud en plus à ce moment-là, et donc ça me permettait d'en apprendre un peu plus
d'autant plus parce que cette commission vérité et réconciliation, ça reste encore quelque chose d'assez différent de ce qui se passe dans le pays, même si bon, il y a tout un tas d'événements. Mais moi, j'allais en vacances, j'allais en même temps travailler un petit peu mon anglais, et cette pièce m'a permis d'en apprendre davantage aussi sur comment la commission s'est déroulée pendant toute cette période, les conflits qu'il y a pu y avoir. Et c'est vrai qu'après un traumatisme de cette envergure, on se pose des questions et de savoir comment... La question qui se pose, c'est comment on peut réconcilier des victimes et des bourreaux, en fait. Moi, quand j'ai lu le texte, pour vous dire la vérité, j'ai appris presque tout. Bon, bien sûr, je connais Mandela, mais même Desmond Tutu, je dois vous avouer, moi, je n'avais aucun souvenir de cette commission vérité, donc j'ai tout réappris par le texte, avec beaucoup de curiosité. Mais surtout, moi, j'ai choisi de lire le texte pour son côté allégorique, c'est-à-dire que, oui, ça m'intéresse, cette partie de l'histoire, évidemment, et je suis plus riche aujourd'hui que j'en connais plus. Mais le texte est traversé, évidemment, par l'idée d'une forme de paix, de en 5 réconciliation. étapes, hein, c'est assez intéressant, ces 5 étapes, voulez, parce qu'on peut les appliquer à beaucoup d'autres situations. Ce qui m'intéresse, c'est à quel point ça résonne aujourd'hui, partout dans le monde, y compris dans mon quotidien. Ce qui m'intéresse, c'est d'entendre une parole de lumière, malgré tout, notamment celle de Monseigneur Desmond Tutu, qui a vraiment œuvré à toute force pour réconcilier presque l'irréconciliable. Aujourd'hui, ça me paraît une parole nécessaire, enrichissante, que d'entendre une tentative, peut-être utopique, mais une tentative d'aller puiser en chacun ce qu'il reste d'humanité, de bon, de pardon, de compréhension, de réparation. Et on voit aussi que ça me paraît hyper essentiel aujourd'hui. Et extrêmement d'actualité, bien sûr aussi. On voit que c'est quand même tout un processus. À un moment donné, Antje Krog se demande même où tout cela mène au final. Ils me sont aussi familiers que mon frère, mes cousins, mes camarades de classe. Les Mens, je le sais, sont une lignée de musiciens. Rien qu'à l'accent, je peux deviner la voiture qu'ils conduisent, où ils partent en vacances. Y a-t-il jamais eu de distance, à part celle que j'ai creusée au fond de moi-même, laborieusement, année après année? Une collègue anglophone m'a dit oh, « Tu sais, toute ton attitude, jusqu'au ton de ta voix, change quand tu es avec ces hommes. Je n'entendais pas ce dont vous parliez, mais il y avait une vraie intimité. » Je n'ai pas su quoi dire. Quand je leur ai parlé, j'ai effectivement utilisé tous les codes de mon éducation, ceux que j'ai passé ma vie à combattre. Ce que j'ai en commun avec eux, c'est une culture. Et une partie de cette culture a couvé pendant des décennies les abominations dont ils sont responsables. Dans un sens, ce ne sont pas ces hommes, c'est une culture qui demande l'amnistie. Ma culture. Roman Boringer, il est fort, hein, cet extrait, donc ces mots de Antje Krog, cette femme, on disait, engagée et passionnée. Oui, il faut dire aussi que le spectacle, le texte donc, relate la tentative de ce pays de se réconcilier avec son passé, mais aussi l'extrême dualité qui habite cette femme. Elle est blanche, elle est afrikaneur, elle fait partie plutôt des oppresseurs, évidemment, alors qu'elle a qu'elle a un sentiment d'appartenance à cette terre, qui est la sienne aussi, et donc elle porte en elle la culpabilité de toute une communauté, et elle doit se réconcilier aussi avec l'histoire de sa communauté à elle, savoir ce qui la différencie aussi, qu'est-ce que c'est un monstre, quelqu'un qui n'est pas un monstre, qu'est-ce que c'est un bourreau. Elle doit se réconcilier avec ce qui est elle aussi, sa langue, sa couleur. On sent vraiment bien dans la pièce, et même à un moment donné, moi ce qui m'a marqué, c'est qu'elle en a un peu ras-le-bol de cette commission, elle en a un peu marre. C'est un autre extrait que j'ai sélectionné, regardez. Tout d'un coup j'en ai ras-le-bol de la commission vérité. Tout est-il devenu politique ? Depuis ce matin, j'ai l'impression que ces auditions n'ont rien à voir avec moi, avec les Blancs. Les Noirs sont en train de décider entre eux ce qu'ils considèrent comme bien ou mal. Mais soit un Noir a le droit de tuer à cause de l'apartheid, soit personne n'a le droit de tuer, quelle qu'en soit la raison.
Finalement, ces auditions n'ont pas grand-chose à voir avec notre passé. Elles ont tout à voir avec notre futur. Tout à voir avec le futur. Ça, c'est aussi intéressant, hein, du coma dans cette pièce, c'est qu'on parle effectivement de ce qui s'est passé, mais on parle également du futur. On le voit également dans tous les témoignages que vous incarnez. Oui, on le voit et on voit comment ça commence avec des témoignages d'abord des victimes qui, eux, viennent relater un peu ce qu'ils ont vécu avec la douleur qu'ils ont vécue. Et les bourreaux qui, eux, le racontent d'une autre manière. Et en fait, c'est différentes réalités qui s'affrontent et qui se racontent. Et on finit avec les commanditaires, ceux qui étaient peut-être aux manettes de tout ça et qui, eux, essayent de jouer des langues de bois ou dire certaines choses. Et qu'est-ce que ça va laisser pour le futur? C'est aussi ça qui est vachement intéressant. Et moi, pour avoir été en Afrique du Sud, je sais que ce qui était intéressant, c'est que j'ai pu rencontrer une nouvelle jeunesse qui, elle, essayait de se défaire un peu de ça et de se mélanger. Ce qui était plus compliqué pour y avoir aussi été il y a une dizaine, une quinzaine d'années, où, je veux dire, peut-être celle qui était un peu plus proche de ma génération, qui était un peu plus, je veux dire, vive sur... Ça veut dire quoi, que le processus de réconciliation a fonctionné? C'est ça que vous nous dites quand vous êtes allé sur place? On voit que c'est un peu complexe encore. Bah ouais, mais quoi qu'il en soit, ce que je trouve intéressant avec une commission de vérité et réconciliation, c'est que ça met en place, ça ouvre un débat. Et ça, c'est vraiment nécessaire et important pour pouvoir se plonger dans le futur et pouvoir avancer. Et c'est ce que ça a fait d'abord. Et ce qui fait que même si ensuite dans le concret, ça reste toujours pas évident parce que la douleur reste là tout de même. Mais moralement et psychologiquement, il y a une démarche qui se fait. Et donc, on essaie d'avancer. Et les générations avancent et forcément, avec les nouvelles générations, ça va évoluer et ça va s'estomper. Alors, il y a un bel hommage dans cette pièce, c'est à Desmond Tutu qui nous a quittés en décembre dernier. Desmond Tutu que vous incarnez à un moment donné dans ses mots, en tout cas. Regardez, puis on va en parler juste après. Je pense que si nous, aussi différents que nous étions, différents par notre foi, notre sexe, notre race, notre âge, si nous avons pu former ce groupe soudé, alors il y a beaucoup d'espoir pour notre pays. Sur le bateau du retour, je le regarde, à la proue, blaguant, sa casquette de marin sur les yeux. Tutu sait, comme aucun autre, rendre les choses possibles. Transcender un problème particulier. L'amener à un niveau où nous nous retrouvons tous naturellement. Grâce à lui. Du commun, un mois après le décès de Desmond Tutu, est-ce que ce personnage résonne tout particulièrement? Oui, j'ai envie de dire, moi c'est un véritable hommage que j'essaie de lui donner. Après, au-delà de moi, c'est surtout le texte, c'est le travail que Lisa a fait pour pouvoir mettre ça en place et qu'on puisse aujourd'hui l'interpréter. Les témoignages qui sont là et qui existent et que nous on essaie de transmettre, d'être un sorte de relais, récupérer ça et puis le faire entendre aujourd'hui, une fenêtre sur cette période qui, bien que loin, a un écho très très fort aujourd'hui et je garde toujours l'humilité de rester derrière, c'est-à-dire de mettre les textes d'abord. Donc c'est pour ça que c'est souvent, on n'est pas dans la performance, mais dans la volonté de transmettre et d'échanger. Alors voilà pour votre actualité au théâtre, mais on va s'intéresser aussi un petit peu à vos projets maintenant. Oui, moi ce qui m'intéressait aussi pour vous, Romane Bohringer, c'est que vous dites, quand je rentre dans un théâtre, c'est comme si j'entrais dans le ventre de ma mère ou dans un pays en paix. Ça y est, retour sur les planches, donc vous retrouvez un pays en paix, donc. Non, c'est vrai, j'ai longtemps cherché à expliquer la sensation presque physique que je ressens quand je suis dans un théâtre. Oui, c'est une sensation assez maternante. Je suis à un endroit où je me sens protégée du reste du monde. En plus, vous êtes autodidacte en plus, sur les planches.
Mais je me sens, ouais. Faut rappeler Mais je me sens protégée souvent par mes partenaires, par la beauté des textes qu'on lit. C'est un endroit plus doux que le reste du monde. Mais il faut rappeler vos débuts quand même, c'est-à-dire que vous ne destiniez pas du tout à faire du théâtre. Vous alliez passer votre bac et vous vous retrouvez en tournée internationale avec Peter Brook. C'est quand même plutôt pas du tout. pas anodin. J'ai quand même un père acteur et tout ça, mais disons que mon désir d'être comédienne n'arrivait pas tout à fait à se dire et que le destin est venu à moi plus que je n'ai été à lui et que c'est vrai que très vite, en fait, ma deuxième maison, après celle de mes parents, fut un théâtre, en l'occurrence celui des Bouffes du Nord, et que c'est vrai que c'est l'endroit où j'ai trouvé presque la réconciliation avec toutes les agitations du dehors. Donc c'est un endroit très protecteur pour moi. On va parler d'une autre maison, plutôt d'un appartement. Ça, c'est votre autre succès de ces derniers mois. C'est un grand écart dans la carrière de Romane Boraggi entre ce projet théâtral et L'amour flou. Film, puis série à succès. Ce qui est marrant, c'est un peu une autre manière de raconter l'intimité et la réconciliation. Bien sûr. De toute façon, moi, je milite pour la paix. Donc, mais tout à fait, on le rappelle juste en une seconde, c'est l'histoire d'une colocation avec votre ex-mari et vos enfants sous le même toit. Deux parents séparés qui décident, pour ne pas séparer la famille, de s'installer dans deux appartements communiquant par la chambre des enfants. J'étais dans la voiture tout à l'heure, on en parlait à la radio, c'est en train de devenir sociologique. Oui, c'est ça. C'est pas nouveau. Je suis hyper fière. Oui, de toute façon, tout ça, lire ce texte et s'installer dans un appartement, tout ça, c'est fait pour, on peut dire, c'est une forme d'utopie, mais c'est fait pour rendre la vie moins dure, plus douce. Et l'histoire du appartement, c'est aussi l'histoire d'une réconciliation. C'est-à-dire, pas de rupture, connaître la vérité de notre sentiment à ce moment-là, mais le transformer en quelque chose de lumineux. Et là encore, vérité et réconciliation. C'est un peu la colonne vertébrale actuelle. Oui, mais le pont est intéressant. C'est drôle, effectivement. Du coma, je voulais qu'on parle en une minute de Twist à Bamako, dans lequel vous jouez, qui est actuellement à l'affiche au cinéma. Alors là, Sylvia, on plonge cette fois dans l'histoire du socialisme malien dans les années 60. Finalement, vous faites là aussi un grand écart historique de votre côté. Complètement. Et là où c'est intéressant, c'est que différents projets sur lesquels je travaille en ce moment, c'est souvent des grands écarts comme ça, un peu historiques. Et c'est un film merveilleux où j'interprète un homme politique qui prend sous son aile le jeune Samba, héros, qui va vivre une belle histoire d'amour avec une jeune nana et sous fond de comment on appelle ça, de révolution socialiste et dans un Mali qui est en train de se mettre en place après une indépendance, enfin après une colonisation et donc après une indépendance, quoi. L'envie de tourner en Afrique encore ? Oui. Oui. Quel projet vous ferait rêver en Afrique à tourner ? Non, après il y a plein de beaux projets que j'aimerais faire, mais c'est vrai que j'aime les hommes comme ça qui ont fait des choses assez fortes pour le pays. Alors j'ai eu à interpréter Patrice Lumumba au théâtre en Belgique. Et là, ce qui serait merveilleux, ce serait de pouvoir jouer un jour un Thomas Sankara, par exemple. C'est ambitieux. Très ambitieux, mais vous voilà. pourrez le faire ensemble. C'est un duo qui fonctionne bien. Vous êtes très complices aussi en plateau. Peut-être que vous allez vous retrouver dans la peau de Thomas Sankara. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. En attendant, Mon pays, ma peau, c'est à voir au Lucernaire à Paris jusqu'au 27 février. Merci du coma. Merci à vous, Romane Boraggi. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Et merci Nicolas. À demain. Sylvia.